Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation pour conclure effectivement cette plénière et cette quatrième intervention. Alors il y aura moins de chiffres que l'excellent exposé que vous avez eu en première partie, beaucoup moins de poésie que dans la deuxième partie, et peut-être moins de thèmes aussi que par rapport à l'ensemble des recommandations du CNOM, puisque là j'interviens au nom de la MACSF, c'est-à-dire de l'un des assureurs principaux des professionnels de santé, avec, inutile de le préciser, bien évidemment, un lien avec cette compagnie d'assurance. Alors, en démarrant cet après-midi, on pouvait se poser la question sur la notion de télémédecine qui regroupe, comme on l'a rappelé, 5 formes de pratique médicale à distance. 5 formes, effectivement, qui requièrent chacune d'entre elles qualité, suivi et recherche d'un meilleur suivi du patient. Mais néanmoins, parmi elles, il est évident que la téléconsultation a sa place à part. Leur élément commun, elle est effectivement, et on a commencé à l'évoquer, cette notion d'absence d'examen du patient. Alors la première chose, on disait tout à l'heure qu'il fallait, dans le cadre d'un concret, avoir un aspect positif. L'aspect positif, il s'affiche derrière moi. La téléconsultation, ça se passe bien. Les défis que vous avez eus sur le terrain, notamment en 2020, étaient aussi un défi de se dire tout le monde y va. Comment est-ce que cela va se passer? Comment cela va se passer par rapport aux patients? Comment cela va se passer par rapport aux soins? Comment est-ce que cela va se passer par rapport à d'éventuelles difficultés entre l'outil et puis la réalité, malheureusement, des différentes pathologies qui continuaient à courir indépendamment de celles dont on a le plus parlé? Eh bien, en 2021, avec certains reculs à la fois faibles et relativement importants, en tout cas au moins par rapport à la première vague de 2020, nous avons reçu très peu de réclamations qui soient directement liées à la pratique. Bien sûr que l'on va retrouver dans un certain nombre de suivis, dans ce suivi des 24 derniers mois, lorsque les faits reprochés sont relativement proches, souvent une part de téléconsultation, mais qui n'a eu aucune incidence sur la qualité, le reproche ou l'absence de traitement adapté ou de démarche adaptée en aval. Directement lié à ces téléconsultations, nous en avons eu relativement peu, voire très peu, mais néanmoins, heureusement, pour terminer cette journée, nous avons pu avoir une illustration pour voir un petit peu quel mécanisme pouvait effectivement conduire à des difficultés sur la téléconsultation. Alors, je vous reprendrai certains éléments qui ont été évoqués pour en extraire la partie plus liée à la notion de responsabilité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour bien intégrer qu'effectivement relève, comme on l'a dit, de l'article R 6316-3 du Code de la santé publique, normalement la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine. Alors, indépendamment du fait de le faire, de pouvoir le faire ou de l'avoir fait, ce qui est important, c'est que bien évidemment, il faut intégrer, et on l'imagine bien, l'absence de possibilité de formation ou le fait que le patient soit, disons, avec une distance plus ou moins grande par rapport à la familiarité avec ces outils que sont quand même une webcam, un micro, une connexion. Et sans surprise, on a pu le voir dans les premiers chiffres, forcément, ce sont les personnes qui sont les plus jeunes et qui ont été le plus imprégnés de toutes ces nouvelles technologies qui sont probablement aussi le plus à l'aise là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'effectivement, au niveau des patients, l'un des paramètres de choix par rapport au fait de proposer une téléconsultation ou pas va être bien évidemment la capacité du patient, dans son contexte, de pouvoir vous permettre de la réaliser dans de bonnes conditions. Deuxième élément, on l'oublie peut-être un petit peu, c'est aussi indiqué dans le cadre réglementaire, puisqu'on le voit aussi sur l'article 6316-4, les incidents techniques survenus au cours de l'acte. À y penser, ce n'est pas tout à fait aussi anodin d'avoir une téléconsultation qui se sera passée durant 20 minutes avec un excellent contact sonore, avec une image parfaite,
avec quelqu'un qui aura été seul, qui se sera exprimé, que vous aurez pu comprendre et elle aura pu vous comprendre. Et puis, la même téléconsultation où pendant 20 minutes, eh bien, vous aurez eu un quart d'heure d'écran noir, 5 minutes avec un membre de la famille et en fin de compte, quelques minutes seulement sur lesquelles vous avez tenté ou pas tenté de savoir si vous pouviez rester sur le stade de la téléconsultation ou s'il devenait urgent de conseiller aux patients de venir vous voir en consultation. Donc, lorsqu'un incident survient, incident strictement technique, eh bien, de ne pas hésiter à faire en sorte que cela soit tracé, que cela soit tout simplement tracé, le contexte, de la même façon que lorsque on vous parle d'une radiographie, qu'un patient vous parle d'une radiographie, mais que vous ne voyez ni la radio ni le compte-rendu, eh bien, de le mentionner d'un mot. Pourquoi ? Parce que, et là c'est plus du côté assureur, derrière, lorsque, devant votre confrère expert, vous expliquerez la manière dont s'est déroulée cette téléconsultation, eh bien, ce sera effectivement important de dire voilà les moyens dont je disposais, toujours l'obligation de moyens, dont je disposais à ce moment-là pour pouvoir mener à bien ma démarche. Donc, ne pas hésiter à l'indiquer, cet aspect-là, peut-être plus important que dans le cadre d'une consultation en présentiel sur différents incidents qui peuvent aussi survenir dans le cadre d'un cabinet. Enfin, bien évidemment, plus exactement en complément, sur s'assurer du consentement du patient à la téléconsultation. Vous avez la maîtrise, on vous l'a rappelé, sur le fait de décider ou de ne pas décider, sauf peut-être au moment vraiment de la pandémie extrême au tout début, de décider de proposer au patient cette téléconsultation. Donc, le consentement du patient, il est bien sûr essentiel. S'il est en rétention par rapport à cet aspect-là, il y a probablement des chances pour que la téléconsultation se passe, sinon moins bien, en tout cas en mode dégradé, et surtout sur le fait que si, malheureusement, ensuite, quelle qu'en soit l'origine, des difficultés surviennent dans l'évolution de l'état de santé du patient, ils reviennent effectivement sur ce moment de vous dire « Eh bien, écoutez, je vous avais dit que je souhaitais vous voir et non pas participer à la téléconsultation ». Vous devez vous assurer de ce consentement et donc tenir compte d'éventuelles réserves, quels qu'en soient les motifs, sur cet aspect-là. Le CNOM le rappelait déjà dès 2019, indépendamment de ce qui figure aujourd'hui. Enfin, la notion, effectivement, qui a récemment bougé, mais là je reprends les recommandations du collège, sur la consultation physique, c'est d'une manière générale, et c'est quand même rappelé aujourd'hui, de faire en sorte que l'alternance, qui est évoquée aujourd'hui, le principe de pouvoir intégrer la téléconsultation dans le cadre d'une connaissance tout simplement du contexte du patient que vous connaissez en présentiel et qui effectivement ponctuellement, pour différentes raisons, va pouvoir bénéficier d'une téléconsultation, eh bien, il y avait effectivement des recommandations avec des durées, on peut toujours discuter des durées, mais en tout cas sur un principe que le patient ne doit pas être à l'évidence exclusivement suivi dans le cadre de la téléconsultation. Autre aspect à voir, vu du côté du patient, l'HAS a effectivement publié un certain nombre de documents en se plaçant du côté du patient, en lui expliquant pourquoi est-ce qu'une téléconsultation peut lui être proposée et les motifs de la téléconsultation. Et dans ce document, il est bien indiqué pourquoi une consultation ou un soin à distance. Alors très bien pour continuer d'être soigné, limiter la fatigue, etc. Mais le point 4, qui dans le document n'est pas surligné en rouge, mais qui a toute son importance, parce que votre situation médicale au sens large du terme, y compris bien sûr dans les conditions de la téléconsultation, le permettent. Et cet élément est essentiel pour pouvoir expliquer au patient pourquoi il peut rentrer ou pas dans le contexte de la téléconsultation. Enfin, pendant le rendez-vous, et c'est un élément essentiel, là aussi, c'est l'HAS qui l'avait rappelé, à l'issue de la consultation, le professionnel vous informe de la suite de votre prise en charge, d'être en mesure de pouvoir indiquer quelle a été la démarche à faire derrière, lui expliquer est-ce qu'on est en mesure d'avoir tracé tout simplement le fait d'avoir, entre guillemets, fermé la consultation en disant « voilà, je vous les ai donné tous les éléments, normalement, ça devrait bien se passer » ou au contraire, est-ce qu'on a gardé quelques portes ouvertes avec des recommandations précises et est-ce que, si jamais l'évolution du patient était défavorable plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, est-ce qu'on serait en mesure,
au regard de ce compte-rendu par rapport à cette téléconsultation, de dire « regardez ce que je lui avais aussi recommandé par rapport à une évolution défavorable ». Enfin, effectivement, du côté d'Amélie, si je puis dire, c'est-à-dire du côté de la sécurité sociale, explication par rapport aux patients, et c'est toujours important de savoir ce qui est donné d'une manière générale aux patients comme type d'information. Il précise bien, proximité permet d'assurer un suivi régulier de votre état de santé, d'organiser une consultation en présentiel si à l'issue de la téléconsultation, celle-ci s'avère nécessaire. À chaque fois, c'est un principe qui est rappelé par l'ensemble des institutions, y compris à vos patients. Donc, normalement, ils doivent l'entendre aussi, cet aspect-là, sur la nécessité d'une éventuelle consultation en présentiel et éventuellement relativement rapide par rapport à ce qui leur semblait effectivement une démarche plutôt facilitante avec la téléconsultation. Alors, une fois que l'on a posé ces éléments-là, une fois que l'on vous a indiqué que globalement, ça se passait particulièrement bien, quel que soit le nombre de millions de téléconsultations qui sont faites, eh bien, je vous propose maintenant de regarder à travers un cas, comme on dit dans certains films inspirés de faits réels, les situations dans lesquelles, objectivement, des démarrages pourraient bien se passer et malheureusement, on a tourné sur du dramatique. Alors, ce cas, il se présente de la manière suivante. Un homme d'une 50aine d'années, des facteurs favorisant une forme grave connue, et on va avoir une téléconsultation pour un Covid, pas très original à ce moment-là, lors du 3e confinement, sans autre précision, en 2021, avec un traitement initial par paracétamol. À J+4, on va avoir une 2e téléconsultation à la demande du patient, parce qu'il va se plaindre de céphalée et de fièvre, et là, le praticien va ajouter paracétamol et prédnisolone. Le tableau présenté à J+4 est conforme au diagnostic initial. 2 questions vont se poser déjà à ce stade-là. Le médecin, on l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la téléconsultation, c'est une consultation par la télé, c'est-à-dire engage entièrement le médecin par rapport à ses obligations traditionnelles. Donc dans ce cadre-là, le médecin délivre-t-il des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science ? Eh bien, très objectivement, vous êtes nombreux, on ne va pas vous faire tous réagir, très objectivement, à la lecture, non pas de l'état du patient, mais de ce que vous voyez sur l'écran, ce qui est tout à fait différent et qui est très exactement la manière dont vous vous placez dans une téléconsultation. Qu'est-ce que vous voyez et vous en faites par rapport à ce que vous voyez ? A priori, on est bien sur quelque chose d'attentif, de diligent et conforme aux données actuelles de la science. Et à ce stade, y a-t-il un dommage en rapport avec un éventuel manquement ? On vous rappelle que la responsabilité civile, c'est lorsqu'un dommage va être lié en rapport direct et certain avec un manquement. À ce stade-là, pas du tout. Les céphalées et la fièvre, de prime abord, sont plutôt liés à la célèbre pandémie. Les points d'attention par rapport à ce que je vous ai évoqué juste avant. Sommes-nous toujours dans le cadre du fait de pouvoir se maintenir dans une vision de téléconsultation sans aller plus loin ? Est-ce que la situation médicale le permettait ? C'est une première question. A priori, dans le cas, il n'y avait pas de souci. Le patient était par définition probablement consentant, puisqu'il en a même demandé une 2e. Le patient semblait utiliser le matériel, en tout cas, on ne s'est pas posé la question. La téléconsultation ne révèle pas la nécessité de convertir en consultation visite. À ce stade-là, non. L'information sur le suivi de la prise en charge semble faisable, une prescription, un certain nombre de médicaments à récupérer et à utiliser, sans difficulté. La téléconsultation s'est déroulée sans incident technique, en tout cas, ça n'est pas rapporté. Et là, nous avons regardé en élargissant cette téléconsultation. Toujours notre homme de 50aine d'années, on est exactement dans la même situation, mais dans les facteurs favorisant une forme grave connue, il avait une pathologie diverticulaire qui avait été diagnostiquée quelques années auparavant, connue du médecin. Téléconsultation toujours pour le Covid, sans notion d'oxygénodépendance. Et on est lors du 3e confinement 2021. Toujours traitement initial, paracétamol et paracétamol prédnisolone en 2e partie. On est toujours sur un tableau qui semble conforme au diagnostic initial. Délivre-t-il des soins attentifs, diligents ? Pas de problème. Y a-t-il un rapport avec un éventuel manquement ? Non. On a juste un peu plus d'informations par rapport au cas précédent. Donc rien à dire par rapport à ces questions.
Et là, on va passer bien à l'étape suivante. Étape suivante, en caractère gras, à J+10, une troisième consultation. Certes, il va mieux, c'est ce qui y figure, donc ça doit être le ressenti du patient et puis le ressenti global du praticien, mais on a a priori l'installation d'un syndrome digestif. Et syndrome digestif, eh bien, on va avoir paracétamol, plus prednisolone, plus diosméclite. Le tableau présenté à J+10 est-il encore conforme au diagnostic initial? Et le traitement est-il toujours pertinent? On peut au moins laisser le point d'interrogation. Le médecin délivre-t-il des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science? On laisse le point d'interrogation. Et qu'en est-il du damage en rapport avec un éventuel manquement? Eh bien là, on va aussi laisser le point d'interrogation. On va laisser le point d'interrogation parce que là, on va avoir l'un des paramètres qui va être modifié. Est-ce que la téléconsultation ne révèle pas la nécessité de convertir, là pour le coup, en consultation à J+10? On en est déjà à 3 fois. Et là, on peut répondre oui à tout le reste. Peut-être une petite interrogation sur l'étape suivante. Et là, malheureusement, voilà ce qui va se passer un petit peu plus tard. J+20, on va avoir la consultation en présentiel, atteinte abdominale majeure, hospitalisation et décès quelques jours plus tard. Lorsque on se retrouve avec cette situation, eh bien, il ne faut pas oublier, comme on l'a rappelé, et de façon tout à fait adaptée, consultation, téléconsultation, c'est une consultation par la télé. Donc on conserve l'ensemble des paramètres. L'ensemble des paramètres de la responsabilité est notamment de démarrer par les données actuelles de la science. Données actuelles de la science, avec une partie des données actuelles qui, le moins que l'on puisse dire, ont bougé très vite, mais cela faisait partie des données actuelles qu'il a fallu intégrer de manière très rapide, y compris leurs modifications. Et pour le traitement du Covid, des recommandations de l'HAS qui précisaient bien, 18 juin, utilisation de corticoïdes systématiques et délétères chez les patients ayant une forme non sévère, ne nécessitant pas une oxygénothérapie et donc contre-indiquée. Et pour la prise en compte de l'état antérieur, c'est plus ancien, HAS de novembre 2017, chez les patients ayant un antécédent de diverticulite, l'utilisation des corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens doit être évitée. Donc là, on se retrouve avec à la fois des signes complémentaires qui apparaissent, et puis, si on regarde juste les données actuelles de la science, sans aller plus loin, eh bien, il peut y avoir une petite divergence par rapport à ce qui a été réalisé. Quel est l'enseignement par rapport à cela? Eh bien qu'effectivement, la difficulté, indépendamment des données actuelles, elle est aussi sur l'aspect attentif et consciencieux. Attentif, il y a bien eu une attention, mais l'un des éléments qui pouvait justement justifier une inquiétude de la téléconsultation par rapport à la consultation, qui a été évoquée de manière beaucoup plus explicite et beaucoup plus poétique par l'oratrice précédente, c'est que c'est extrêmement réducteur. En soi, la téléconsultation, notamment par rapport à la plainte, notamment par rapport à la sémiologie, notamment par rapport à un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire qu'on peut être attentif et poser la question, vous n'aurez droit qu'à la plainte exprimée par le patient devant sa caméra. Donc s'il est particulièrement contributif, il va vous donner la plainte qui justement va vous orienter vers le bon diagnostic. Si, en toute bonne foi, sa douleur, son ressenti est un peu en décalage par rapport au diagnostic essentiel sur lesquels vous auriez dû démarrer votre démarche thérapeutique, eh bien malheureusement, ça ne pourra pas être recadré, à la fois pour les notions de temps qui ont été tout à fait développées lorsque vous examinez un patient et que vous lui prenez sa tension tout en réfléchissant à vos différents diagnostics différentiels, mais aussi par le fait que le patient fait son propre filtre par rapport à l'outil. Et donc, du coup, le côté consciencieux, bien oui, c'est consciencieux dans le cadre d'une téléconsultation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de procéder à un examen clinique. Et c'est là où, justement, l'essentiel dans ces cas-là, c'est de se dire, c'est la limite de la technique, comme pour toutes les techniques qui ont été évoquées. On a un signe qui ne correspond pas au reste, et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir lever un doute ou au contraire confirmer tel ou tel aspect. La téléconsultation, elle devient insuffisante par rapport à la consultation en présentiel. D'où l'élément essentiel de rappeler que la télémédecine, d'une manière générale, c'est quand même pratiquer la médecine sans l'aide de l'examen clinique. Alors,
Dans quelle proportion est-il totalement aussi indispensable et pertinent que tout ce qui était enseigné avant? C'est certainement pas à la sueur de se prononcer là-dessus, c'est à vous d'en parler là-dessus. Mais ce qui est clair, par contre, c'est que concrètement, effectivement, ne pas avoir l'examen clinique, c'est manquer de paramètres dans les deux sens, à la fois pour révéler une atteinte qui serait en fait difficilement identifiable par l'interrogatoire, soit du fait de la nature de la pathologie, soit de l'approche du patient par rapport à sa douleur, et dans l'autre sens, pour lever un doute sur le symptôme évoqué. Pour conclure, je vous dirais que la téléconsultation, bien sûr qu'elle se justifie de manière ponctuelle, ça ne veut pas dire une fois tous les 10 ans, mais ça veut dire de manière ponctuelle, et sur la base du maintien d'un bon échange avec le patient. Dans l'exemple que l'on avait, il est clair que le syndrome digestif qui arrivait derrière, il fallait en faire quelque chose là-dessus. Et donc déjà, une maîtrise de la technique, de la communication verbale et même de l'évolution par rapport à un examen. Elle est parfaitement fondée, mais en l'absence d'évocation de signes qui vont nécessiter un examen clinique. C'est la limite de la technique, comme la limite de n'importe lequel des appareils qui permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et de manière plus efficace en médecine. Il faut simplement connaître les limites là-dessus. Et enfin, bien sûr, elle peut être renouvelée, mais en alternance, avec une consultation permettant notamment cet examen au sens large du terme, pas seulement la palpation ici, au sens large du terme du patient. Voilà un petit peu, en revenant sur l'écran noir, les quelques éléments que je comptais vous apporter.